Bienvenue à l'épisode 63 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, on explore une compétence très importante, on explore comment développer sa pensée stratégique. Bonjour Jean-François. Bonjour Éric. Jean-François, la pensée stratégique est une compétence qui est de plus en plus en demande au sein des organisations. En fait, depuis quelques années, les sondages auprès des dirigeants stipulent que ces derniers identifient cette compétence comme étant clé dans plus de 97% des cas. Et on dit souvent que la pensée stratégique permet de comprendre globalement les enjeux, permet d'évaluer comment prendre action selon les impacts sur la stratégie. Ça permet d'avoir un impact essentiellement sur ce qui compte, la progression envers les objectifs clés. Donc aujourd'hui, c'est de cette compétence-là que je veux qu'on discute ensemble et qu'on ouvre la porte sur certains moyens de comment développer justement cette pensée stratégique. Cependant, il est fascinant de constater qu'il existe plusieurs façons de définir la pensée stratégique. Quand on regarde ce qui s'écrit sur le sujet, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment différentes perspectives sur qu'est-ce que c'est, comment on est capable de la développer et comment on peut bien la maîtriser. La définition, pour moi, qui est la plus concise et, quant à moi, la plus productive, c'est celle qui a été présentée dans un article d'HBR en 2016, Six Ways to Screen Job Candidates for Strategic Thinking. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous permet de prendre action par rapport aux éléments qu'il propose ou que l'article propose. Il y a 4 éléments qui sont énoncés dans l'article. D'abord, la pensée stratégique, c'est celui qui la possède est tourné vers l'avenir. Il possède une vision qui relie les interrelations entre les éléments de l'entreprise, donc il est capable de faire différents liens entre les composantes. Il possède une orientation externe qui lui permet de se tenir au courant des tendances émergentes dans l'économie et dans son secteur d'activité. On pourrait pousser peut-être même un petit peu plus loin par rapport aux différents secteurs. Et il possède une perspective globale. Donc, il est capable de faire les liens entre les éléments extérieurs, les éléments internes de l'entreprise, comment sont-ils reliés ensemble et comment ils affectent ou ils impactent la stratégie et qu'est-ce qui doit être développé pour pouvoir poursuivre la progression envers les objectifs stratégiques. J'aime particulièrement aussi ce que mentionne un autre article, un article qui a été publié dans Forbes, Becoming a Strategic Leader. La pensée stratégique est au final une question de mindset. C'est un état continu. Donc, on ne parle pas d'un élément, d'une action ou d'une activité qui se fait, qui a un début, qui a une fin. On parle plutôt d'un mindset, d'un état d'esprit, d'une façon de réfléchir qui nous permet en continu de faire ces différents liens-là que je parlais depuis tantôt. Oui, je suis très content que tu poses ce sujet-là parce que je pense que c'est un sujet d'actualité dans toutes les organisations. Comme tu le sais, je suis pas, ou je ne me vois pas, ou je ne suis pas nécessairement un très grand stratège. Clausewitz, c'est pas moi, là. Mais j'ai beaucoup travaillé à développer ma pensée stratégique ces 10 dernières années. Je persiste cependant à croire qu'il doit y avoir un équilibre entre stratégie et tactique. Je vais encore prêcher pour ma bonne vieille paroisse. Mais autrement dit, c'est intéressant d'avoir des spécialistes de la stratégie, des spécialistes de la tactique, mais que lors de la prise de décision, on doit savoir ou pouvoir équilibrer les deux. Je reconnais qu'il y a énormément d'intérêt à travailler, à réfléchir et à concevoir les côtés stratégiques de l'entreprise. Mais aussi, les aspects tactiques ont une grande importance. J'ai vu trop d'entreprises être incapables d'actionner ou d'exécuter pour pouvoir complètement négliger ou renvoyer le balancier trop d'un côté plutôt que de l'autre. Mais un peu comme dans notre discussion sur l'élaboration et l'exécution de la stratégie. Je vais juste paraphraser un peu les 4 points que tu viens de mentionner. Donc, il ou elle est tourné vers l'avenir. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ou elle possède une vision claire de l'avenir d'un métier, de l'avenir d'un secteur, de l'avenir d'une activité, voire même de cette notion-là d'arène dont tu nous parles ou dont on a parlé à quelques reprises dans d'autres podcasts. Donc, ça, je pense que c'est un élément qui est important d'avoir cette vision-là de son rôle dans une chaîne de valeur. J'y reviendrai tout à l'heure.
Mhm. Il ou elle a une vision qui relie les interrelations entre les éléments de l'entreprise, pardon. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il ou elle comprend bien l'environnement interne de l'entreprise. Souvent, on me pose la question, Jean-François, est-ce que je peux faire des projets uniquement avec des consultants? Ma réponse, c'est plutôt non. Pourquoi? Parce que les consultants externes n'ont pas nécessairement une bonne connaissance de l'environnement interne de l'entreprise. Son style, sa culture, sa façon de faire, sa façon de se voir sur le marché. Donc, quelqu'un qui a cette bonne compréhension de l'environnement interne comprend aussi les tenants et les aboutissants des autres fonctions de l'entreprise. Soit directement, en l'ayant pratiqué, en y ayant travaillé. J'ai travaillé aux achats, j'ai travaillé à l'entrepôt, j'ai travaillé à la comptabilité de gestion ou au service clientèle, soit indirectement, que ce soit manifesté par un intérêt ou une curiosité. Ensuite, le troisième point dont tu nous parlais, il ou elle possède une orientation externe qui permet de se tenir au courant des tendances émergentes dans l'économie et le secteur. Donc, moi, je résume ça en quelqu'un qui s'intéresse à son environnement, à l'environnement externe de l'entreprise, dans toute sa complexité, dans toute sa vicacité dont on parle un peu, les relations avec le politique. Hein, c'est très important. Les évolutions technologiques, les évolutions des contraintes réglementaires, la disponibilité des ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, financières, ainsi de suite, et aussi les relations avec le monde académique. Et puis, bien sûr, une compréhension lucide, moi j'appelle ça lucide, des forces et faiblesses de la concurrence. Et puis, je termine par le quatrième point, cette fameuse question de perspective globale. Ah, le fameux mot global, hein, qui veut tout dire et en même temps rien dire. Je dirais qu'il ou elle sait se renseigner et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Autrement dit, qui n'est pas obsédé par les qualités intrinsèques de l'organisation. Nous, on a toujours fait mieux. Non, on garde cette capacité de s'émerveiller ou de découvrir les bonnes pratiques externes, que ce soit dans un autre pays, dans un autre secteur d'activité, dans un autre métier, et ainsi de suite. Donc, je voulais absolument prendre un peu de temps pour mettre en perspective ou mettre un Tout peu à de fait. détails autour de ces 4 points-là, mais qui, sur le fond, je pense que résument très, très bien qu'est-ce que c'est qu'une pensée stratégique. Puis moi, je vais compléter ton feedback que tu as donné. Avant d'aborder les 5 perspectives à maîtriser, je voulais compléter ce que tu as mentionné. Quand on parle de développer sa pensée stratégique, essentiellement, il est question de quoi? C'est de développer sa capacité de questionner les certitudes et explorer les incertitudes. Donc, Mhm. être conscient que c'est pas toujours blanc ou noir. Il y a des éléments qui sont flous. Il y a des éléments qui sont bien maîtrisés. Donc, être capable de faire le pont entre ces éléments-là. On parle aussi de développer sa capacité d'écoute et d'observation. Pour moi, Oui, ça, c'est un des éléments qui est vraiment fondamental. Il faut être capable de prendre de la perspective. Et pour prendre de la perspective, il faut d'abord savoir prendre du écouter. recul. Il faut d'abord savoir observer. Voilà. Et prendre du recul, comme tu le dis, mais pour moi, c'est à développer une vision systémique. L'organisation est un système. C'est un système de différentes parties prenantes. C'est un système de différentes fonctions, de différents processus. Mhm. C'est un système aussi qui est en interrelation avec un écosystème extérieur. Il y a des fournisseurs, il y a un environnement concurrentiel, il y a des partenaires d'affaires. Oui, Comment l'entreprise évolue dans ce système-là. oui. Donc, avoir cette vision systémique, pour moi, c'est un enjeu qui est très, très, très important. Et le dernier, dans toute cette perspective-là, c'est d'avoir une bonne compréhension de comment est-ce qu'on crée de la valeur. Mm. Comment on crée de la valeur par Voilà. rapport à nos activités, par rapport Oui. justement avec nos partenaires, par rapport à qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur sur le marché, comment on veut développer un avantage concurrentiel et servir un client. Donc, tous ces éléments-là, pour moi, c'est ultimement des caractéristiques qui viennent bien cadrer la pensée stratégique. Oui, et là, par rapport à ce que tu viens de nous dire, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter ou à paraphraser. J'adore cette question-là de rester curieux, cette question-là d'observation, micro, macro, zoom in, zoom out de temps en temps. Savoir, avoir cette capacité-là d'être multifocal dans sa capacité d'observer des phénomènes ou des situations ou des problématiques. J'attire par contre l'attention sur le dernier point, hein, comprendre comment on crée de la valeur. C'est un peu aussi pourquoi j'aime
tellement le Business Model Generation d'Osterwalder et Pigneur. Il nous permet facilement de rendre visibles ces questions-là de création de valeur, alors que les modèles de Porter, ça me semblait toujours un petit peu plus abstrait, un petit peu plus abscon. Faut pas oublier justement qu'on n'a pas tous cette même compréhension dans l'organisation de où est-ce qu'on crée de la valeur, où est-ce qu'on en crée moins, et de cette chaîne de valeur du début jusqu'à la fin. Donc, j'incite aussi à la patience ou au contraire à l'éducation de nos collaborateurs qui suivent pas nécessairement nos discours ou qui n'adhèrent pas ou qui ne comprennent pas nécessairement nos discours dans ces sujets-là. Donc, pour y arriver, il y a 5 perspectives qui sont, quant à moi, importantes à maîtriser. C'est un choix qu'on a fait de choisir ces 5-là. Évidemment, dans la littérature, ou qu'est-ce qu'on voit, il y en a d'autres façons de pouvoir travailler à développer sa pensée stratégique. Oui. Mais ce sont 5, par expérience, ce sont 5 éléments qui sont, quant à moi, très importants et qui nous permettent justement de rapidement développer une pensée stratégique ou du moins de commencer à développer les fondations qui nous permettent de développer cet état d'esprit qu'on parlait de tantôt. Donc, le premier élément que j'aimerais te proposer, c'est comment comprendre la formulation de la stratégie. Quand on en a parlé souvent dans le podcast, quand on parle de formulation de stratégie, on parle de vision, comprendre les aspirations d'affaires. Oui. Quelles sont-elles? Comment est-ce qu'on développe notre stratégie pour pouvoir y arriver? Donc, dans quelle arène concurrentielle est-ce qu'on œuvre? Le fameux « where to play » qu'on discute depuis quelques semaines, pas quelques semaines, mais depuis le début du podcast. Comment qu'on développe notre avantage concurrentiel? Quel est le « how to win », comment que ça nous permet justement de gagner dans cette arène concurrentielle-là? Et quels sont les systèmes, les pratiques d'affaires et les compétences nécessaires pour gagner? Comment tous ces éléments-là sont cohésifs. J'ai souvent parlé de la cohésion du modèle d'affaires ou un modèle d'affaires élégant. C'est tous ces éléments-là. Comment fonctionnent-ils ensemble et comment ceux-ci permettent justement de créer de la valeur? Donc, pour moi, le premier élément, c'est de comprendre les principes de base de la formulation de la stratégie et de voir dans son organisation quelle est-elle et comment ces composantes-là s'articulent entre elles. Oui, et apporter de la clarté à chacun de ces éléments-là. Ouais. Apporter de la clarté et s'assurer que tout le monde comprend bien un peu tous ces éléments-là. Je pense qu'en termes de communication aussi, c'est important au sens large de tous les collaborateurs. Tout à fait. Ouais. Effectivement. Le deuxième élément que j'aimerais proposer, c'est d'évaluer les impacts entre les enjeux et les opportunités. Comment ceux-ci viennent affecter justement la stratégie et comment la stratégie vient les affecter aussi. Donc, quand on parlait tantôt de comprendre comment on crée de la valeur, c'est de comprendre les impacts financiers, c'est comprendre les impacts envers la réussite de la stratégie, les impacts envers les conditions de succès de la stratégie. Tantôt, j'ai parlé de certitude, d'incertitude, comment ces conditions-là évoluent dans le temps, comment elles viennent affecter justement ces certitudes et ces incertitudes-là. Oui. Et en dernier lieu, c'est évidemment les impacts envers les intervenants et les différents partenaires. Donc, la vision systémique que je parlais et de comprendre au final les différentes perspectives. J'aime bien les différentes perspectives du design thinking quand on parle de viabilité, de faisabilité, de désirabilité, d'adaptabilité par rapport à l'environnement. Donc, c'est les différentes visions qui viennent affecter notre modèle d'affaires, qui viennent toucher notre stratégie. Oui. J'ai pas d'ajout à faire particulier, sauf cette question d'acceptabilité sociale et de développement durable qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans nos discours, qui prennent de plus en plus de place dans la formulation des stratégies des organisations. Encore une fois, c'est variable en fonction des arènes d'activité, ainsi de suite. Et cette question-là de bien comprendre les intérêts et les forces, les faiblesses des différents acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, cette compréhension-là de qui peut faire quoi, mais qui n'a pas encore la maturité ou le désir d'aller, entre guillemets, un peu plus loin ou de nous suivre dans cette direction-là. Je pense que c'est important là, dans cette évaluation d'impact. La troisième perspective à maîtriser ou le troisième élément à développer, c'est une lecture continue des tendances et des facteurs de l'environnement externe de l'entreprise qui viennent influencer justement l'organisation, ses composantes et sa stratégie. Donc, évidemment,
on en a souvent parlé. Il est question d'aller beaucoup plus loin que la simple notion d'industrie. On a souvent parlé de l'exemple de Airbnb dans le domaine. Est-ce que Airbnb est une plateforme? Airbnb, c'est une plateforme, mais il œuvre dans le domaine hôtelier. C'est pas un compétiteur hôtelier tout en étant un élément perturbateur de l'hôtellerie. Donc, il faut penser en termes d'arène concurrentielle, penser en termes de jobs to be done, qu'est-ce que les clients essaient de faire. Et c'est ça le point focal sur lequel il faut se concentrer. Ça amène une perspective qui est complètement différente sur l'interprétation de ce que le client veut faire, mais aussi en même temps sur les risques et les opportunités que l'environnement nous propose. Il faut voir dans ce contexte-là, donc, comment il est possible de réaliser ces fameuses jobs to be done, mais surtout comment elles évoluent. Et ça, c'est un point qui est très, très, très important quand on regarde la perspective externe à l'organisation. Il faut avoir cette lecture-là en continu. Je pense que ça, c'est drôlement important. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, cette notion-là, plutôt d'environnement externe, voire d'écosystème. J'aime bien cette notion-là d'écosystème. On est dans un ensemble. Donc, dans un écosystème, il y a des poissons, des amphibiens, des reptiles, des mammifères, il y a de l'eau, il y a de l'oxygène, il y a toutes sortes de choses. Et donc, modélisons ou tentons de voir notre arène de cette manière-là. À partir du moment où on voit l'entreprise comme l'environnement externe, comme un écosystème sur lequel on a relativement peu de contrôle, cette facilité-là de voir ou justement d'approfondir cette compréhension de son évolution, je pense, est augmentée. Le quatrième élément que j'aimerais vous proposer, c'est tout ce qui touche la planification et la mise en œuvre. On dit souvent que dans certains cas, il y a beaucoup de très belles stratégies qui sont développées, mais là, on échoue au niveau de la mise en œuvre. On a eu une série de discussions dans les podcasts sur le sujet. Cependant, ce qui est important dans cette thématique-là, c'est la notion de priorisation des initiatives et des actions. Cette priorisation-là nous amène à focaliser sur des activités trimestrielles, des activités au niveau mensuel, des activités qui nous permettent de progresser envers l'avantage concurrentiel qu'on veut développer ou maintenir, mais ça nous permet aussi de focaliser sur la mesure de ces progrès-là, donc les résultats. Je pense que cet élément-là est drôlement important parce que ça nous permet de relier qu'est-ce qui est important aux priorités de l'organisation, ou les résultats aux priorités de l'organisation, et de s'assurer qu'on crée de la valeur, la fameuse valeur que je parlais tantôt. Donc, le développement d'avantages concurrentiels et l'adaptation aux conditions changeantes de l'environnement nous permet de voir quel sera l'impact ou comment les résultats peuvent être affectés. Et ça nous amène à rechercher en continu des sources d'amélioration, de performance, d'exécution, de bénéfices clients, toujours dans une perspective de création de valeur. Donc, la notion de planification nous permet de voir comment on va exécuter, comment on va être capable de réaliser ces priorités-là, mais c'est aussi toute la boucle de feedback qui est importante pour pouvoir justement s'adapter en continu et toujours continuer à créer cette valeur-là. Oui, parce que derrière cette question de planification et de mise en œuvre, il y a des limites de ressources. On n'a pas nécessairement toujours le talent dont on veut à l'instant T ou tout un ensemble de choses. J'aime beaucoup dire aussi que pour Google ou pour Apple, la ressource rare n'est pas l'argent. Pour le commun des mortels ou le commun des organisations, seul l'est, mais c'est cette ressource-là qui est rare. Mais vous voyez, de plus en plus, essayez de trouver, c'est un des trucs que je dis souvent, essayez de voir quelle est la ressource rare dans cette exécution. Est-ce que c'est tel talent? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que, bien entendu, all of the above, comme on dit, toutes ces réponses, mais grosso modo, il y a toujours quelque chose qui est un petit peu plus rare. Un peu comme quand je dis coût, qualité, délai, you can only have two. Donc, trouver celui sur lequel on sera plus apte à faire des compromis, mais identifier les ressources rares. Jean-François, tu rouvres la porte sur la 5e perspective à maîtriser. C'est celle des ressources, justement. Les ressources, les partenaires, les collaborateurs. Quelle est la priorisation des initiatives et quelle est l'allocation des ressources rares de l'entreprise? Comment celles-ci sont allouées par rapport au projet, par rapport aux priorités, par rapport au calendrier qui nous permet de progresser dans l'agenda stratégique qui a été établi? C'est d'être conscient, donc, aussi de l'environnement politique et des enjeux présents
Pourquoi? Parce que ça vient affecter la capacité justement à bien utiliser les ressources et ça fait en sorte que comme dirigeant ou comme celui qui a une pensée stratégique, c'est comment on peut développer une vision commune et partagée et comment est-ce qu'on peut influencer les comportements pour s'assurer que l'ensemble des forces vives de l'organisation s'en aillent dans la bonne direction et qu'on ait le moins de friction possible dans l'exécution, justement, dans la mise en œuvre de cette stratégie-là. Donc, cette question-là de ressources est drôlement importante. Oui. Elle est beaucoup plus large, cependant, que juste des ressources matérielles ou des ressources financières. Bien sûr. On parle aussi de compétences. C'est pour ça que je veux inclure la notion des collaborateurs et des partenaires dans cette perspective-là, dans cette 5e perspective. Oui, de savoir-faire. Et aussi, on a tendance à sous-estimer le potentiel ou les compétences de nos ressources existantes. Surtout, quand on prend une perspective RH, par exemple, on pense une perspective métier. Je sais faire ceci, je sais faire cela, je sais livrer tel type de résultat ou tel type de livrable, je sais faire tel type de tâche. Quand on parle de créativité, comme tu dis, d'influence, ce ne sont pas nécessairement des compétences qui sont faciles à mesurer. Donc, constamment, dans la pensée stratégique, constamment chercher à combler les lacunes de l'organisation dans ces domaines-là moins quantifiables, moins faciles à quantifier, et de proposer des opportunités de développement, d'exploration, de mise en pratique de ces nouvelles compétences-là. Je reviens sur ta question, tu as parlé d'Airbnb tout à l'heure. Moi, je vais te poser la question suivante, question à laquelle je réfléchis régulièrement. Est-ce que Tesla est un fabricant d'automobiles ou une entreprise du secteur énergétique? Ou les deux. D'après toi, avec leur station Supercharger, de plus en plus de capacité de stockage avec leurs véhicules qu'ils mettent sur le marché, où est-ce que tu tires la ligne? Quelle est la stratégie de Tesla? Ou si tu es à la tête de Tesla, comment tu vois la stratégie de cette entreprise-là? Bon, en fait, je ne veux pas rentrer dans une analyse de la stratégie de Tesla parce qu'on en aura beaucoup plus qu'une réponse On est d'accord. en 1 ou 2 minutes. Mais pour moi, Tesla n'est pas un fabricant automobile. Et Tesla est d'abord et avant tout un fabricant de batteries qui s'adonne à vendre des autos, dans laquelle il met ses batteries. Ceci dit, Dieu sait quel est l'avenir de Tesla. Comme tu dis, pour moi, Tesla, c'est d'abord une entreprise du secteur de l'énergie. On le voit par ces toits qui permettent de capter l'énergie solaire, tout le cycle de batterie qui permet de faire en sorte, dans une maison, de se sortir du grid public, ou comme c'est pas public aux États-Unis, là, mais de sortir du grid privé. C'est une compagnie qui a investi beaucoup dans la maîtrise de la technologie des batteries. Moi, je crois à terme que Tesla va équiper d'autres manufacturiers parce que l'avenir va passer par la valeur ajoutée de la batterie qui va être la ressource rare, quand tu parlais tantôt. Mais bon, ça nous amène sur toute une série de discussions sur des hypothèses. Mais c'est intéressant de s'assurer que tous les employés voient bien, oui, on fabrique des automobiles, mais en réalité, ce sont peut-être que des batteries sur 4 roues. Qui ont cette capacité-là de se déplacer. Et voilà. Ça ouvre encore d'autres opportunités de développement et d'autres choix stratégiques pour les uns et les autres. C'est un peu l'illustration que je voulais faire d'un peu tout ça. Et quand on pense planification et mise en œuvre, quand on pense ressources, quand on pense environnement externe, bien, c'est à travers ce prisme-là qu'on va le regarder et non pas à travers le prisme strict de l'industrie automobile. Moi, qui suis un lecteur de revues du secteur automobile, beaucoup de dirigeants et de commentateurs et d'analystes chevronnés ont prédit l'échec de Tesla, qui ne vient pas, parce qu'ils prennent le prisme, effectivement, de Tesla est une entreprise automobile comme les autres, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et j'aimerais faire écho à ton commentaire, Jean-François. Steve Ballmer de Microsoft a déjà prédit l'échec retentissant du iPhone. D'ailleurs, je pense que la vidéo est disponible sur YouTube. Oui. L'histoire a voté différemment, évidemment. Oui, bien sûr. Ceci dit, sur ces commentaires, j'aimerais quand même, pour compléter nos 5 perspectives, en fait, on parle de quoi? On parle de développer, quand on parle de développer sa pensée stratégique, ben, c'est de tenir compte de différentes perspectives, notamment des perspectives en termes d'horizon de temps, des perspectives en termes de différents intervenants, des perspectives
internes, des perspectives externes. Oui. Et ces éléments-là, c'est de comment on est capable, tu l'as très bien dit, comment on peut utiliser différents prismes et, au final, d'établir des liens entre ces lectures-là. C'est important de se donner, cependant, du temps, prendre un recul pour évaluer comment ces composantes, des composantes qu'on a discutées, s'influencent mutuellement face à un enjeu ou différentes priorités. Et ça, c'est un élément qui est drôlement important. Prendre un temps de recul. Et là-dessus, je fais référence au tout début de ma carrière, j'étais en auto avec le père d'une amie qui était par la suite dans sa carrière un vice-président de grande société canadienne. Il m'expliquait, j'avais peut-être 20, 21 ans, puis il me disait, Éric, dès le début de ta carrière, fais attention à une chose, assure-toi à chaque semaine de prendre du temps pour établir des liens entre ce que tu as vécu, les défis que tu as quand tu vas travailler et comment l'organisation s'adapte et comment toi, ton rôle vient jouer là-dedans. Cette notion de prendre du recul, c'était ça qui faisait référence. Oui. Développer sa pensée stratégique, prendre du temps pour réfléchir et établir ces liens-là. Je pense que ça, c'est une des leçons les plus importantes que j'ai eues dans ma carrière et c'était tout au début de ma carrière. Donc oui, ce temps, cette question-là de rapport au temps, je pense qu'on reviendra là-dessus. C'est un élément qui est important parce qu'on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, les entreprises qui réussissent bien, c'est les entreprises qui arrivent à exécuter rapidement. Donc ce facteur-là, temps ou le phénomène d'accélération qu'on sent dans le marché ne disparaîtra pas. Aussi, comme tu dis, comme je disais tout à l'heure, cette capacité de zoomer in, zoomer out. Là, oui. Une perspective stratégique, c'est une capacité d'aller à la fois du côté de voir la forêt et à la fois de voir l'arbre et de pouvoir pivoter entre les deux perspectives et s'entretenir avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos dirigeants, avec nos actionnaires, avec le gouvernement, ou les organismes de réglementation dans cette perspective-là. Donc, bien saisir ces éléments-là. Je pense que c'est un élément fondamental pour développer sa pensée stratégique. J'ajouterais une dernière chose. Sortez de votre métier. Soyez curieux. Soyez curieux des autres métiers, de la fameuse chaîne de valeur pour justement affiner ou continuer à développer votre pensée stratégique. Très bien dit. En conclusion, suite à ces cinq éléments clés qui nous permettent de développer notre pensée stratégique, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, c'est une vision systémique, une vision globale que Jean-François disait au tout début. C'est les différents intervenants, comment ils sont interreliés ensemble, comment les événements de l'environnement influencent le micro, comment le micro permet, c'est quoi les certitudes, les incertitudes qui existent. C'est différent, c'est tous ces éléments-là mis ensemble et ça nous permet de penser donc globalement, tout en ayant un maximum d'impact, comme tu disais tantôt, Jean-François, localement. Relier les actions, les initiatives à la stratégie et aux priorités, c'est d'être capable de voir quels sont les impacts quant à la création de valeur. La question qui reste cependant, je pense qu'elle est importante, c'est est-ce que votre stratégie est claire et est-ce qu'elle est bien communiquée à vos collaborateurs? T'en parlais au tout début, Jean-François, cet élément-là est drôlement important. Au final, on peut se demander, on peut demander à quelqu'un d'avoir une pensée stratégique, mais encore faut-il aussi que celle-ci, dans l'organisation, soit clairement communiquée, cette stratégie, pour être capable de faire les différents liens qui existent. On peut très bien voir dans certains cas où est-ce que c'est très bien communiqué et on demande aux gens de développer leur pensée stratégique et dans ce contexte-là, on multiplie les forces vives de l'organisation pour être capable d'avoir le maximum d'impact. Dans d'autres cas où est-ce que peut-être elle est moins bien communiquée, on peut peut-être faire face à certains défis où est-ce que les gens peuvent avoir une pensée stratégique, mais où est-ce que l'organisation est peut-être mal alignée par rapport à ces enjeux-là, justement. Oui. Et ça reste le travail du dirigeant et de ses direct reports ou de son équipe de direction de s'assurer que cette stratégie est d'une part bien communiquée, autrement dit, qu'elle ne cascade pas nécessairement à travers l'organisation. Sinon, on se retrouve avec le syndrome de la personne qui a vu la personne, qui a vu la personne, qui a vu l'ours. Donc, autrement dit, cette
communication-là se transforme et s'interprète au fil des relais, disons, de la stratégie. Donc, autrement dit, essayez de parler avec le plus de gens possible, le plus régulièrement possible de c'est là où on s'en va, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est ça notre ambition, par exemple. Et faire attention à cette déformation du message. Quand on regarde en termes de communication, bien, utilisez aussi tous les médias qui sont à votre disponibilité. C'est pas parce que j'ai mis le plan stratégique sur l'intranet de la boîte que tout le monde le comprend, que tout le monde l'a lu, que tout le monde, ainsi de suite. Bombardé, entre guillemets, à travers différents médias. On est tous un peu comme ça. Il y en a qui aiment l'auditif, il y en a qui aiment l'audio, il y en a qui aiment la vidéo, il y en a qui aiment lire, il y en a qui... reconnaissez ça aussi que pour aller toucher tout le monde, il va falloir utiliser maintenant, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une multitude de médias. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'adapter le message à qui on livre le message aussi. Donc, être conscient de son auditoire et adapter le niveau de langage aussi, parce que les priorités et les lectures des gens sont différentes. Mais c'est important de bien adapter le langage. J'espère que Jean-François, et chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a plu. On vous invite à visiter notre site Internet pour les notes de l'épisode au www.inteliaconsulting.com/épisode 63. Et on vous invite aussi à vous abonner sur notre site Internet afin de rester au fait de nos communications et mises à jour hebdomadaires sur la stratégie, l'innovation et l'agilité. D'ici notre prochaine rencontre, Jean-François, je te souhaite une excellente semaine. Oui, bonne semaine à toi aussi. À très bientôt. Allez, bonne semaine à vous tous. À bientôt.